Plateforme. Les idées. Institut du monde arabe. Les jeudis de Lima. L'avenir de la démocratie, émergence et déclin. Avec Emmanuel Todd. L'invité du trimestre est Emmanuel Todd, et on vous remercie d'être si nombreux. Présenter Emmanuel Todd, on se trouve confronté très vite à un problème de classification qui n'intéresse que l'INSEE. Sociologue, historien, politologue, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est que Emmanuel Todd a apporté un ton nouveau dans l'analyse historique, dans l'analyse démographique, dans l'analyse politique. Ton nouveau que l'on retrouve à la fois dans l'originalité et la pertinence des analyses, des propos, mais également dans l'impertinence d'un certain ton. Et on n'est pas habitué dans l'analyse politique, économique, chez les essayistes, un ton nouveau, un ton qui ne s'embarrasse pas de prêchi-prêcha, de langue de bois, qui évite les fleurets mouchetés. Donc, de son premier livre, La chute finale, c'est ça, en 1976, au dernier, en date, si je ne me trompe pas, l'après-démocratie, en 2008, il y a, je vous rappelle, des anticipations tout à fait remarquables dans le premier concernant l'explosion de la sphère soviétique, jusqu'au dernier qui analyse sans concession l'évolution de nos institutions politiques, à la fois françaises et européennes, le destin de notre démocratie. Là, l'inspiration tocquevillienne est claire, mais on est bien évidemment au-delà de Tocqueville. Et aujourd'hui, Emmanuel Todd va nous parler de ce paradoxe, de ce double mouvement à la fois ascendant, des démocraties ascendantes dans une partie du monde et d'un monde arabe, ce qui touche évidemment cet institut, et le mouvement descendant des démocraties dans nos pays qui se targuent et se vantent pourtant d'être normativement démocratiques. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que le thème général de la conférence, c'est deux aspects. C'est émergence démocratique et en fait déclin des démocraties. Et en un certain sens, c'est un peu condensé ce que j'ai fait, pas tout seul d'ailleurs, dans mes deux derniers bouquins, puisque le livre que j'avais fait avec Youssef Courbage, qui s'appelait « Le rendez-vous des civilisations », qui était une analyse démographique du monde musulman, qui se terminait, enfin qui à l'époque où tout le monde parlait d'un homo islamicus incapable de modernité, qui se terminait sur une évocation de la possibilité de transformation politique positive dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier. Donc c'était un livre finalement sur un mouvement ascendant que les gens ne percevaient pas bien. Et puis le livre suivant, après la démocratie, qui concerne la France et les pays développés, est quand même un livre sur un mouvement descendant. Donc je vais essayer de donner une présentation de cette vision de l'histoire, de ce moment curieux où on a d'un côté des démocraties descendantes qui continuent à croire qu'elles peuvent donner des leçons de morale à des démocraties ascendantes. Alors la réalité, c'est que les démocraties ascendantes ne sont pas encore des démocraties parfaites, mais que je crois que les démocraties descendantes ne sont déjà plus des démocraties, et je pense qu'on est déjà en système oligarchique, en fait, vraiment. Et rappelez-moi de dire à la fin pourquoi j'ai fait cette mutation ultime hier. J'ai eu un exemple, j'ai eu la preuve hier de ce que j'étais plus sûr qu'on était en démocratie. Alors, le processus d'émergence, d'abord. Quand on regarde l'histoire de l'idée démocratique, du développement de la démocratie, c'est vrai que y a le sentiment, c'est Tocqueville qui avait le sentiment de quelque chose de providentiel, d'inéluctable dans la montée de la démocratie. Donc il parlait de providence, donc ça a un petit côté religieux, mais finalement les modèles de Fukuyama, dans un sens plus économiste, sur la généralisation planétaire de l'ordre libéral et démocratique, sont un peu dans cette veine. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, on a quelque chose qui ressemble à l'émergence de la démocratie. Alors, est-ce qu'on doit plutôt dire en France, en Angleterre? Certainement pas en Allemagne.
aux États-Unis, et puis quelque chose qui se répand. Alors, je pense que Tocqueville n'avait absolument pas, avait frôlé, mais n'avait pas senti la bonne variable qui était derrière l'émergence et la diffusion de la démocratie. Et c'est une variable très simple qui est la hausse du taux d'alphabétisation. C'est-à-dire que quand les gens apprennent à lire et écrire, bon, le fait de savoir lire et écrire, ça permet de comprendre des textes, ça permet de lire un bulletin de vote, ça permet éventuellement d'écrire un tract. Ça permet même de s'exciter idéologiquement. Il y a un rapport à l'écrit qui peut être assez qui est plus intense que le rapport à la télévision. Mais au-delà de ça, il faut bien voir il faut voir de quoi on parle. C'est-à-dire, l'écriture a été inventée en Mésopotamie vers 3300 avant l'ère commune. Mais très longtemps, l'écriture est restée le privilège de groupes de marchands, de castes de prêtres, un privilège. Et il faut voir ce que représente, en fait, en termes d'inconscient ou de subconscient social, la diffusion de la capacité de lire et d'écrire. C'est-à-dire que même quand une société n'a pas encore atteint le stade de l'alphabétisation universelle, une société où on se rend compte qu'il n'y a pas que les prêtres, il n'y a pas que les marchands, il n'y a pas que les nobles qui sont capables d'avoir accès à l'écrit, ensuite les artisans, puis les ouvriers, les paysans, est une société qui commence à être travaillée par une sorte de subconscient égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental qui se passe, et on peut suivre l'activation, politique, idéologique des populations, dans la foulée de l'alphabétisation. Alors, il y avait un historien anglais qui est décédé, qui s'appelait Lawrence Stone, qui avait le premier remarqué finalement que l'atteinte d'un seuil d'alphabétisation situé quelque part entre 30 et 60% des hommes semblait une sorte de précondition presque mécanique de processus révolutionnaire. Donc il a vu que il y avait un niveau d'alphabétisation comme ça dans l'Angleterre du milieu du XVIIe siècle, qui avait fait la révolution puritaine, parce que les Anglais, là, ils se font des mariages princiers dans la dévotion à la couronne. Et la vérité de l'Angleterre, c'est que les Anglais, c'est quand même les premiers mecs qui ont décapité un roi. Donc, il y a eu un gros travail historique pour l'oublier, mais c'est eux qui ont commencé au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, au nom de la religion, c'est très important de nos jours, dans les discussions sur l'islam politique, le monde anglo-saxon est entré dans la démocratie par la religion, en fait. Voilà. Mais même genre comme Stone l'avait remarqué, même genre de seuil d'alphabétisation à la veille de la Révolution française, avec, du point de vue du monarque régnant, le même résultat biologique un peu radical, stock, avec des moyens modernisés. Et puis, même taux d'alphabétisation de 50% pour les jeunes conscrits de l'armée russe à la veille de la Révolution de 1917. Même résultat pour le tsar, un peu plus violent. Et là où la loi de Stone devient intéressante, c'est quand on l'applique au-delà des exemples qu'avait donné Stone lui-même, c'est que ce modèle, cette séquence, alphabétisation, mise à bas de la monarchie, etc., est strictement équivalente pour l'Iran. L'Iran peut être interprété, avec je crois, j'avais vu ça assez tôt, en fait. Donc, dans les années 70, avant la mise à bas du régime du Shah, qui lui a pu s'échapper, finalement, il s'en est beaucoup mieux sorti que ses prédécesseurs de l'Europe, le taux d'alphabétisation de l'Iran avait atteint 50%. Donc, il y a quelque chose... Alors, il y a des développements démocratiques non violents, mais il est en fait assez rare que cette montée des taux d'alphabétisation produise, une démocratisation politique parfaitement paisible. Alors, il y a
un corrélat de ces processus, je dirais, d'alphabétisation. C'est ce qu'on avait étudié avec mon ami Youssef Courbage dans le Rendez-vous des civilisations. C'est le corrélat, quelque chose qui suit de très peu l'alphabétisation, c'est la baisse de la fécondité. C'est-à-dire que la baisse de la fécondité, alors c'est un peu curieux d'entendre parler de baisse de la fécondité dans le cadre d'un débat sur la démocratie, mais quand on parle de la baisse de la fécondité, on parle finalement de la modification de comportements d'individus ordinaires, du commun des mortels, dans cette chose, dans ce domaine très important qu'est la vie sexuelle. Et en vérité, la séquence typique qui a été suivie par la France, peut-être pas complètement typique, par la France, par la Russie et par l'Iran, il n'y a aucune différence. Si vous avez dans un premier temps hausse du taux d'alphabétisation des hommes, révolution politique. Après la révolution politique, le taux d'alphabétisation des femmes rattrape celui des hommes et commence la baisse de la fécondité. Puisque l'une des corrélations les plus fréquemment observées, les plus solides en démographie, c'est celle qui associe l'alphabétisation des femmes et la baisse, je dirais, de la fécondité. Donc il y a quand même un élément mécanique dans ces processus. Si je prenais la Chine, on trouverait des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que parler d'émergence démocratique, d'abord, ça n'est pas inéluctable ou mécanique, ça n'est pas adhérer à une vision rose de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'une population dont le taux d'alphabétisation augmente, c'est une population qui se modernise. Je veux dire, je parlais tout à l'heure de la lecture de tracts, mais ça permet aussi de lire des modes d'emploi. Donc après l'alphabétisation, vous avez le développement économique. C'est pas l'inverse, hein. On est dans un monde dominé par les économistes. Mais quand on regarde les séquences de développement, prenez la Chine, l'alphabétisation a eu lieu avant le décollage économique de la Chine. Donc ça, c'est très bien. La baisse de la fécondité, c'est très bien aussi. Je veux dire, sans être un malthusien frénétique, c'est quand même plus commode le développement économique quand il y a 2,5 enfants par femme que quand il y en a 6 ou 7. Donc tout ça est positif. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces deux grandes variables, je veux dire, qui permettent de saisir la mutation des mentalités, et une mutation des mentalités qui mène à la démocratie, ça implique toujours une déstabilisation mentale des populations. C'est-à-dire que si vous dites le taux d'alphabétisation dépasse 50% chez les hommes de 20 à 24 ans, en fait, vous êtes en train de décrire une population où les fils savent lire et les pères ne savent pas lire. Donc vous décrivez une population où les rapports d'autorité temporairement sont effondrés. Donc déstabilisation. Donc ce n'est pas la seule autorité du roi qui est déstabilisée, c'est l'autorité dans la famille. Et puis, si vous dites, eh bien, une population dont la fécondité baisse à toute vitesse, c'est très bien, ou pas vite d'ailleurs, mais voilà. Mais d'un autre côté, vous êtes en train de décrire une population où les conduites sexuelles sont modifiées et où les rapports entre hommes et femmes sont modifiés. Et bien entendu, c'est une autre déstabilisation. Et c'est pour ça que vous observez souvent, je crois, dans les phases, dans ces processus de transition démocratique, vous avez, moi, ce que j'appelle crise de transition. C'est-à-dire, c'est très très rare que l'accession, que la montée de la démocratie se passe paisiblement. Même les Anglais. Je veux dire, les Anglais ont fait une guerre civile. Je veux dire, la France révolutionnaire. Je crois que la guerre de Vendée, les guerres de la Révolution et de l'Empire, on doit être au million de morts. Enfin, quelque chose comme ça. Bon, la Révolution russe, n'en parlons pas. Mais quelque chose de très violent. Alors, d'ailleurs, très souvent, on voit les choses, on voit la séquence. C'est-à-dire que vous avez la déstabilisation politique, qui est liée au taux d'alphabétisation masculin. Et puis, après la déstabilisation politique, vous avez la baisse de la fécondité, dont je parlais tout à l'heure, et associé à la baisse de la fécondité, vous avez ce rebond de l'anxiété sexuelle, et vous avez souvent des rebonds révolutionnaires qu'on ne comprend pas. Vous voyez, par exemple, en Russie, vous allez avoir cette séquence, c'est-à-dire vous avez la première crise, voilà, et la baisse de la fécondité, c'est l'époque stalinienne. Vous voyez, donc la révolution ne s'arrête pas, la perturbation psychique continue, parce que vous avez cette mutation dans l'ordre de la démographie et de la sexualité. La même chose pour la Chine.
C'est-à-dire que vous avez la révolution politique dans un premier temps, et puis vous avez ce rebond de la révolution culturelle, où on a l'impression que la Chine rentre en folie. Hein, c'est le romaoïsme. Ça, c'est l'époque de la baisse de la fécondité. Et le même genre de séquence, vous allez le trouver si vous suivez, sur un mode, je dirais, c'est pas comme ça qu'on est habitué. Moi, j'ai tendance à considérer que la révolution iranienne, finalement, à l'échelle de tout ça, était relativement paisible. Elle l'aurait été sans doute encore plus si on n'avait pas lancé Saddam Hussein contre l'Iran, je veux dire, dans une guerre d'agression absolument sauvage. Mais vous pourriez aussi parler d'un rebond de la révolution iranienne dans la phase de la baisse de la fécondité, puisque bien entendu, tout le monde parle du régime des mollahs comme complètement régressif, mais la vérité pour un démographe de la République islamique d'Iran, c'est que la fécondité, qui devait être au-dessus de 6 enfants par femme à la veille de la Révolution, a atteint maintenant le niveau. Maintenant, quand on écrivait avec Youssef, elle était à 2 enfants par femme, comme en France actuellement, ou comme en Tunisie aussi en 2005, et maintenant on doit être à 1,8 en Iran. C'est-à-dire que l'Iran, l'Iran de la République islamique, en fait, a une fécondité inférieure à celle de la France. Alors, l'important, c'est la variable d'alphabétisation quand même, c'est le moteur, c'est quelque chose d'universel, parce que l'alphabétisation est effectivement quelque chose qui finit de s'étendre à toute la planète. C'est-à-dire, vous pouvez décrire, dans une sorte de... À une époque où je me décrivais moi-même comme un hegelien statistique, je ne peux absolument pas supporter le style de Hegel, j'ai peine à comprendre. Vous avez cette idée de la marche de l'esprit humain. Mais la marche de l'esprit humain, quand vous ramassez des taux d'alphabétisation depuis l'époque de la réforme protestante, vous la voyez. C'est-à-dire, la première alphabétisation de masse, c'est la réforme protestante. Et puis ça diffuse autour des pays protestants, et puis ça continue, et puis ça a été l'ensemble de l'Eurasie, le monde arabe, et actuellement, on atteint les derniers stades, je dirais, de l'alphabétisation universelle en Afrique. Voilà. Alors, le problème, c'est que souvent, les choses sont mal perçues parce que, le journalisme est assez peu armé pour suivre la marche des taux d'alphabétisation, et ces crises de transition associées au développement culturel sont perçues comme des trucs régressifs. C'est-à-dire, les gens, en fait, si vous faites de l'information, télévisée ou non, ce que vous voyez, c'est de la violence, c'est des populations déstabilisées. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que les gens aient une vision très positive de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Hein, je pense que les gens n'ont pas une vision. Le système d'information n'a pas présenté Laurent Gbagbo comme véritable leader démocratique, etc. Mais la réalité de la Côte d'Ivoire, c'est une hausse massive des taux d'alphabétisation. Et là, il s'est passé un truc assez bizarre, c'est qu'apparemment, la victoire des gens du Nord, ça a été la reprise du contrôle du système par les gens les moins alphabétisés. Donc, je dois encore travailler la question, mais je n'ai pas une vision complètement positive de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Alors, à ce stade, quand on parle d'émergence démocratique, il faut un peu discuter les concepts. Là, je parle de démocratisation en un sens très général, d'accession du gros de la population à la vie politique, en fait. Une sorte d'exercice de l'entrée dans la vie publique, politique, de l'ensemble de la population. Mais je n'ai pas parlé de liberté. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé d'émergence de la démocratie libérale. Et je crois que si on regarde l'histoire avec un peu d'empirisme et de sérénité, on doit admettre que la montée des taux d'alphabétisation n'a pas, dans un premier temps, produit le même genre de régime en Angleterre. En Angleterre, il y a eu la dictature de Cromwell, mais très vite, on a vu apparaître une monarchie parlementaire. En France, c'était encore autre chose. Parce que les Français, avaient l'idée de liberté comme les Anglais, mais la variable égalitaire consciente était très forte. Les Russes, la révolution russe a produit quand même, pendant une longue phase, tout à fait autre chose. C'est-à-dire que le communisme, dans mon modèle, faisait bien partie de ce mouvement de démocratisation, mais dans ce cas-là, il faudrait, le concept était employé autrefois, il faudrait parler de démocratie totalitaire.
Je veux dire, le communisme soviétique, c'était l'irruption des masses dans la vie publique, mais ça n'a pas produit un système super libéral au début. Si vous prenez l'histoire de l'Allemagne, la contribution de l'Allemagne à l'émergence de la démocratie libérale a été dans l'ensemble très modeste. Enfin, on peut dire, j'arrête de déconner, totalement nulle et négative. Vous avez vu, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu la réforme protestante, le nazisme, il y a plusieurs stades dans l'histoire allemande parce que l'alphabétisation de masse a commencé en Allemagne. Mais vous avez, vous prenez la démocratisation du Japon, vous avez émergence d'autres choses. Vous avez aussi une phase d'un régime autoritaire, militariste. Donc, on sent bien qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de décrire la montée des taux d'alphabétisation, il y a autre chose qui donne sa forme à ce qu'on pourrait appeler des régimes de transition dans ces émergences démocratiques. Alors moi, je considère que c'est la grande découverte de ma vie, c'est que pour moi, ce qui conditionne la forme qui est prise par le régime et par cette crise de transition, c'est les structures familiales traditionnelles qui existent dans tel ou tel pays. C'est-à-dire ce que vous trouviez en France, en Angleterre. C'était au départ des systèmes familiaux très individualistes, nucléaires, émancipant très tôt les enfants. Et donc on peut comprendre que très vite, les expériences et la démocratisation anglaise et française aient produit et mené à la démocratie libérale, en fait, assez vite. Et puis on peut même comprendre la nuance, ces Anglais intéressés par la liberté seulement et ces Français intéressés par la liberté et l'égalité. Si vous entrez dans l'analyse plus précise du système familial, vous allez trouver que dans la famille française, dans la famille du bassin parisien, chez les paysans, ce n'était pas juste libéral, il y avait aussi une variable égalitaire, des règles d'héritage très égalitaires, tous les enfants égaux. Et en fait, la valeur d'égalité était aussi dans la famille. Famille anglaise, non, l'égalité, quand même, il ne faut pas l'inégalité, mais il ne faut pas déconner, quoi. Hein, faut être raisonnable. Voilà. Alors, par contre, si vous preniez, c'est à partir de ça que j'avais émis cette hypothèse. Je veux dire, dans le cas des pays qui ont fait des crises de transition et qui ont eu des régimes de transition communistes, vous trouviez une structure familiale tout à fait particulière, autoritaire et égalitaire. Donc, ce que vous devez imaginer, c'est des espèces de magmas familiaux, un père, ses fils, tout le monde vivant ensemble dans d'énormes familles paysannes. Donc un système structuré par une valeur d'autorité très forte et une valeur d'égalité entre frères. Bon, donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est finalement possible d'expliquer pourquoi les régimes prennent ces formes différentes. Donc peut-être je peux dire un mot des formes, et maintenant, au point où on en est, je pense qu'en ce lieu, ça serait bien de détailler un peu le cas des révolutions du monde arabe et de voir en quoi ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans le monde arabe a un rapport avec ce modèle. Alors, quand on écrivait avec Youssef Courbage, on était dans une situation où le discours de l'époque, c'était l'homo islamicus, incapable de modernisation, une sorte d'essentialisation de l'islam, la thème du conflit des civilisations. Et donc, pour des démographes, c'était simplement idiot au départ, puisque la généralisation de l'alphabétisation dans le monde musulman, dans le monde arabe, la généralisation des baisses de fécondité, je veux dire, les démographes savent, je dirais, par métier, ou sont confrontés jour après jour à l'universalité de ces processus de développement. Donc on a écrit ce livre à la fois par intérêt scientifique et comme un acte civique pour contrer les thèses de Huntington. Mais on était un peu embêtés quand même, comment dire, on était un peu embêtés par justement le cas de la Tunisie en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est vraiment sur le plan théorique, la révolution tunisienne nous a bien soulagés. Je m'excuse d'avoir cette vision totalement narcissique de chercheurs fous de la révolution tunisienne, qui était quand même surtout bien pour les Tunisiens, mais quelques chercheurs français en ont été très heureux aussi, parce que, regardez, du point de vue de ce modèle général, vous êtes
Tunisie, il y a encore quelques mois, ou à l'époque où on écrivait, ça devait être 2007, un truc comme ça. Donc vous avez une alphabétisation de la jeunesse qui est pratiquement universelle, avec un taux d'alphabétisation des jeunes qui sont au-dessus de 90-95%. Vous avez une fécondité des femmes qui est déjà à 2 enfants par femme. C'est-à-dire que vous êtes totalement modernisé et il ne se passe rien. Vous avez le régime Ben Ali. Vous êtes embêté. Comment est-ce que ça peut tenir? À ces niveaux d'alphabétisation et de baisse de la fécondité, à la limite, on aurait pu craquer et dire bah oui, effectivement, je veux dire, les Arabes sont vachement spéciaux. Ils ont trouvé le truc pour se moderniser sans bouger. C'est pas pour faire du surplace politique. Alors, la réponse qu'on avait trouvée et qui était la bonne, malheureusement, on n'a pas eu la force morale d'aller jusqu'au bout du modèle. C'est qu'il y a quand même quelque chose, donc je reviens à cette notion de structure familiale, il y a quelque chose dans la structure familiale, non pas musulmane, parce que ce n'est pas du tout universel dans le monde musulman, mais la structure familiale arabe, qui peut expliquer le phénomène de retard à l'allumage, je dirais, de retard à l'irruption de l'individu libre sur la scène démocratique. C'est ce qu'on appelle techniquement en anthropologie l'endogamie. C'est-à-dire, bon, l'exogamie, c'est l'Europe, c'est le gros de l'Asie aussi, c'est l'interdit ou l'absence de mariage à l'intérieur de la parenté. C'est-à-dire pas de mariage, le taux de mariage entre cousins en Europe est toujours inférieur à 1%. Quelquefois, ça dépasse légèrement en Sicile et en Corse. Mais, je veux dire, je glisse vers le sud pour évoquer des parentés culturelles de façon assez malhonnête, je dois dire. Dans des pays, en Chine, vous allez avoir des taux de mariage entre cousins qui peuvent tourner autour de 8%. Au Japon, juste après la guerre, c'était encore 7%, puis c'est tombé à presque rien maintenant. Mais quand vous êtes dans le monde arabe central, ce qui est pour moi le monde arabe central, c'est l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Jordanie, etc. Vous êtes à des taux de mariage entre cousins germains de l'ordre de 35% quand même. Donc le mariage, ce que les anthropologues appellent le mariage arabe, ce qui rendait fou Lévi-Strauss, parce que la seule existence du système de mariage montrait que toute sa construction intellectuelle n'avait aucun sens, puisqu'il ne pouvait rien en faire. Donc le mariage arabe, ce qu'on appelle le mariage arabe, c'est, je dirais, le mariage entre les enfants de 2 frères, endogamie patrilinéaire, le mariage avec la cousine parallèle paternelle. Mais s'il n'y a pas de la bonne cousine, du bon âge, etc., on en prend une autre du 1er degré, et puis sans ça, du 2e degré. Voilà. Je ne suis pas du tout dans les délires chrétiens sur les problèmes génétiques posés, parce que tout ça c'est du bidon, c'est juste. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous êtes dans un système comme ça, vous êtes confronté à des groupes familiaux qui sont fermés sur eux-mêmes, en fait. Et donc, on peut, sans gros efforts d'imagination, voir comment une endogamie à des niveaux pareils retarde l'irruption de l'individu libre sur la scène politique. Et la Tunisie, curieusement, avait un taux d'endogamie assez élevé, en fait. C'est-à-dire les taux d'endogamie du Maroc, de l'Algérie, à cette époque, étaient déjà beaucoup plus bas que dans le monde arabe central, autour de 25%, mais la Tunisie était au-dessus de 30% encore. Donc il y avait quelque chose de spécifique, là. Voilà. Mais par contre, alors ce qu'on avait complètement raté avec Youssef, je ne sais pas pourquoi je l'accuse, parce que c'était plutôt mon idée, donc c'est moi qui ai raté, là. Le pauvre, il n'y est pour rien. C'est qu'on n'avait pas été jusqu'au bout et on n'avait pas regardé les niveaux d'endogamie par génération. Et on n'avait pas vu que les taux étaient en cours d'effondrement. Et donc on n'a pas vu que ce facteur, je dirais, de blocage, de retardement, d'enfermement était en cours de disparition. Et donc nous sommes pleinement satisfaits. La rupture est arrivée. La Tunisie est rentrée dans la voie normale de ce point de vue. Un mot sur l'Égypte, qui est un cas très intéressant aussi. Quand même, l'Égypte est un cas très intéressant, parce que l'Égypte est quand même le pays arabe le plus peuplé,
Mais du point de vue d'anthropologie, ce n'est pas un pays arabe complètement standard. C'est-à-dire que le taux d'endogamie initial était à 25%, ce qui est quand même 10% de moins qu'en Syrie ou en Arabie Saoudite. Et puis alors là, par contre, ça je l'avais vu avant, je veux dire, depuis 1990, l'endogamie est en cours d'effondrement, carrément. Alors là, pour les taux globaux, en Égypte, le taux est tombé à 15%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mutation radicale du système de parenté égyptien qui partait d'un niveau plus bas et qui s'implose. Alors, qu'est-ce que ça permet de dire, ce genre de choses? Alors, bien entendu, ça ne permet pas de dire que ça va être merveilleux et que nous allons tout de suite avoir des démocraties libérales ressemblant à la Troisième République. Hein? Je veux dire, et d'ailleurs, entre la Révolution française et la Troisième République, il y a eu un siècle de soubresauts extrêmement brutaux et violents. Donc évidemment, il peut y avoir des retours. Je continuerai à croire à ma théorie s'il y a encore quelques coups d'État militaires. Vous voyez, d'autant plus qu'avec les échelles de temps que je me donne, je serai mort au moment de la vérification finale. Donc je ne risque rien en termes de réputation de mon vivant. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que, en ce qui concerne les structures mentales, les structures sociales, le rapport de l'individu à la collectivité, on est dans l'ordre de l'irréversible. C'est là que c'est intéressant, ces paramètres d'alphabétisation, de taux de fécondité, de niveau d'endogamie. Je veux dire, quel que soit le régime politique, en un certain sens, je veux dire, la Tunisie et l'Égypte sont des sociétés transformées. Je veux dire, c'est des sociétés qui sont arrivées à l'âge de l'individualisme et qui sont énormément rapprochées, d'une certaine manière, du monde qu'on disait occidental et spécifiquement prédisposé à l'individualisme. Si on commence à parler des rapports entre l'Europe et le monde arabe, je peux quand même aller plus loin et dire ce que je sens en fait dans ce qui se passe actuellement, puisque l'une des choses frappantes, ça a été, en un certain sens, la rapidité des phénomènes de contagion révolutionnaire ou de démocratisation dans le monde arabe. C'est ce qui paraît logique, compte tenu du fait que malgré les différences dialectales ou linguistiques importantes, il y a quand même un élément d'unité culturelle tout à fait évident. Mais moi, ce qui me frappe au stade actuel, c'est quand même un phénomène de scission, quand même, parce que les transformations politiques qui sont allées très loin et qui ont été au bout, pour le moment, ou très loin sans aller au bout, c'est quand même la rive sud de la Méditerranée. C'est un espace, il y a la Tunisie, il y a l'Égypte, il y a la Libye, où il s'est vraiment passé quelque chose d'important et ça n'a pas été au bout. Pas comme le dit la télé, je crois, où les mecs qui sont avec des micros, ils se font photographier devant le désert, parce qu'il y aura une structure tribale particulière, parce que je vous garantis que la Libye est passée en quelques décennies de 7 enfants par femme à 2,7. Hein. Donc, si vous regardez les indicateurs de fécondité, je dirais, de la rive sud de la Méditerranée, vous êtes à 2,4 enfants par femme, à peu près, hein, si je ne suis pas complètement à jour, il ne faut pas m'en vouloir. Maroc, Algérie, donc la Tunisie maintenant est passée au-dessous de 2, la Libye est à 2,7, et l'Égypte, dans les statistiques de l'ONU, est à 2,9. Youssef pense que c'est pas vrai. Vous voyez, je suis complètement honnête. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, ça me paraît plus compatible avec la baisse très très rapide de l'endogamie. L'Égypte est un pays qui bouge très vite et j'ose le dire, c'est audacieux car c'est lui qui est compétent comme démographe, hein, quand même, du monde arabe. C'est pas moi, mais je pense que. Et donc là, vous avez sur toute la face sud de la Méditerranée, vous avez des indicateurs de fécondité qui sont au-dessous de 3, et donc où on peut dire que la transition démographique est allée à terme. Voilà. Mais dès que vous passez, je dirais, dans ce que j'appelle le monde arabe central,
vous avez des indicateurs de fécondité qui résistent un peu au-dessus de 3, avec des 3,5, des choses comme ça. Alors il y a eu une baisse, il y a aussi modernisation, il y a alphabétisation, même plus. Un pays comme la Syrie, la partie la plus avancée pour l'alphabétisation du monde arabe, c'est la région Syrie-Jordanie. Ce n'est pas du tout, les Français ont été des colonisateurs absolument lamentables, je veux dire, en termes d'alphabétisation. Je veux dire, le Maroc est encore très en retard. La Tunisie est à un niveau élevé. Mais ça, ce n'est pas les Français. Donc du point de vue de l'alphabétisation, ce monde arabe, une partie du monde arabe central est tout à fait en avance sur le Maghreb. Mais par contre, la fécondité résiste. Alors, l'interprétation qu'on avait trouvée, c'est que, ce qui me semble, moi j'interprète la résistance de la fécondité au-dessus de 3 enfants par femme comme une résistance du principe patrilinéaire. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas repartir sur... Je pense que ça n'est pas une grande découverte que de dire que les hommes sont au centre du système de parenté arabe. On est dans le lieu commun absolu. Et dans un système patrilinéaire, c'est important d'avoir un garçon ou plusieurs garçons. Et si vous passez au-dessous de 3 enfants par femme, si vous êtes à 2 enfants par femme, je vous laisse faire le calcul de probabilité. Je veux dire, les chances de ne pas avoir de garçons commencent à augmenter sérieusement. Et donc je pense que... Alors les Chinois ont trouvé une solution en période de baisse de la fécondité à ce délicat problème de ne pas avoir de garçons. Les Chinois, comme les Indiens du Nord, pratiquent, grâce à l'échographie, l'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin. Mais l'islam interdit ça, et il a bien raison. Et donc, cette voie, la voie chinoise, etc., n'est pas ouverte. Et donc, je pense qu'il y a une résistance de cet ordre. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment pour les démographes, on voit ces 2 modèles, un modèle ouest et un modèle est, on peut dire, ou moyen-oriental, à proprement parler. Je laisse de côté le cas du Liban, qui est tout à fait spécifique. Et avec je dirais, une dissociation, parce qu'il faut bien voir que si des populations arabes tombent à 2 de fécondité, en revanche, ça veut dire qu'elles ont abandonné le principe patrilinéaire. Ça veut dire, donc ça veut dire que vous avez un phénomène de rupture culturelle totale. C'est là qu'on en est dans cette partie. C'est aussi ce qu'on peut dire pour l'Iran. L'Iran, il est très clair qu'on nous rebat les oreilles du Tchador et de ces trucs-là, et de l'affreux régime. Ahmadinejad est un type insupportable. La question n'est pas là. Mais je veux dire, si l'Iran est à 1,8 enfants par femme, c'est pas juste que ce qu'on dit généralement quand on veut défendre le régime iranien, c'est de dire que y a plus de femmes à l'université maintenant que d'hommes en Iran. Mais si on est démographe, le 1,8 suffit. C'est-à-dire que l'Iran, simplement, le principe patrilinéaire est explosé. Et il y a plein de gens qui acceptent d'avoir une fille, pas de garçon, des choses comme ça. Donc on est, encore une fois, la simple démographie permet de mesurer une rupture fondamentale. Alors, bon, l'Iran, le taux d'endogamie iranien était de 25% au départ, donc plus bas, comme l'Égypte. Puis je crois vraiment qu'il y a dans le schisme un élément quand même religieux accélérateur de modernité. Le schisme n'a pas bonne presse, encore une fois, en Occident. Donc le schisme, à la télé, c'est les mecs en train de se flageller. Pour moi, le schisme, c'est pas ça. Pour moi, le schisme, c'est les chiites, c'est les gens qui pensent que le monde est injuste, ce qui me paraît un très bon concept. Et un accélérateur de modernisation. Donc il m'arrive, si je suis de bonne humeur comme aujourd'hui, je dis que le schisme est une religion de gauche. Si je suis de mauvaise humeur, je dis je n'irai pas jusqu'à dire que le schisme est une religion de gauche. Vous voyez ce genre de choses. Et puis il y a cette espèce de préférence pour l'interprétation. Et, enfin, moi j'ai eu l'occasion d'être au milieu de beaucoup de diplomates iraniens, parce qu'il y a des rapports une époque où j'avais des rapports suspects avec l'ambassade d'Iran. Et quand on les voit discuter entre eux, c'est vrai qu'ils ont un gros tempérament discutailleur et démocratique. Donc il y a vraiment quelque chose de cela. Mais
Si on laisse de côté le cas de l'Iran, qui a une certaine extériorité culturelle, de toute façon, c'est la tradition perse, etc., plus des Azéris turcophones, majoritairement. Et si on s'en tient au monde arabe, on a ce phénomène de scission. Et là, c'est très intéressant parce qu'on entre dans les véritables phénomènes d'interaction culturelle avec l'Europe. C'est-à-dire que, vous voyez, bon, si vous êtes... Quelqu'un m'avait demandé de dire du mal de Sarkozy, donc je vais le faire maintenant. Pour être sûr de ne pas oublier, je pensais le faire plus tard, parce qu'en fait, tout le monde en dit tellement de mal maintenant que j'ai tendance à oublier, parce que, je veux dire, c'est quand même une grosse division du travail. Voilà. Bon. Et donc, on est dans le discours, ici, on est dans un discours islamophobe, c'est pas juste Sarkozy, l'UMP est folle, tout le monde s'excite, parce qu'il y a 3 mecs auxquels on a refusé de construire une mosquée qui prient dans la rue. Et donc il y a un gros discours d'excité sur la façon dont la société française va être bouleversée et ravagée par l'islam. C'est le bon endroit pour dire des trucs comme ça, quand même. Hein, bon. Le démographe ne voit pas ça. Le démographe ne voit pas de contribution majeure d'une surfécondité musulmane quelconque aux très bonnes performances démographiques de la France. Je veux dire, les Françaises des classes moyennes font des enfants. Je suis moi-même, comme me dit un ami qui habite en face, je suis moi-même un démographe pratiquant, puisque j'ai 4 enfants. Je reconnais, fait à 3 femmes différentes, ce qui nous fait par femme une fécondité misérable de niveau allemand. Mais les pensions alimentaires, c'est quand même moins. Voilà, on sent que j'ai terminé un gros livre. Hein. Bon. Et alors maintenant, je redeviens sérieux. On regarde à ce qui se passe vraiment en termes d'interaction culturelle. Et la vérité, c'est pas du tout l'islam est à un niveau d'influence absolument zéro sur la France, qui est normal, parce qu'une écrasante majorité des musulmans de France sont absolument pas pratiquants, un peu de ramadan, voilà, légère pratique religieuse un peu plus forte chez les gens d'origine marocaine, mais le gros, c'est que le rendez-vous des civilisations et des religions, en France, il se passe plutôt dans l'incroyance. Facile de s'entendre si on ne croit plus en Dieu. Donc ça c'est arrêté. Mais ce qui se passe, et ce qui est très intéressant, c'est la façon... Par contre, dont la société française et l'Europe développée, par son lien avec l'Afrique du Nord, a bouleversé culturellement l'Afrique du Nord. Parce que la réalité, ce n'est pas du tout que l'islam a déstabilisé la France. La réalité, c'est que la France a donné un coup d'accélérateur en termes d'évolution culturelle au Maghreb, dont on voit... Si on pense à la Tunisie, on peut le voir positivement. Parce que, quoi qu'on dise, la dictature de Ben Ali, c'est une dictature, c'est pas sympa. Enfin, honnêtement, à l'échelle de ce qui s'est passé en Europe en termes de dictature, c'est du pipeau, hein, c'est pas grand-chose. Le régime marocain reste autoritaire dans une certaine mesure, mais bon, ça se transforme. Mais dans ces 2 pays, je crois qu'on peut dire qu'on sent plutôt le côté positive de l'avance culturelle imprimée par ces mouvements migratoires, donc l'acquisition à travers cette espèce de mouvement incessant d'immigrés, retournant au pays, etc. Je dirais que la France a accéléré la mutation démographique de ces 2 pays du Maghreb d'une façon positive. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce que la France a fait en Algérie, et je ne parle pas de la guerre d'Algérie. Je suis loin, je n'ai pas ça en tête. J'ai tout à fait en tête en tant que gamin, puisque mon père a porté... j'étais dans une famille très algérienne, moi, donc c'est des souvenirs d'enfance, mais ce n'est pas de ça que je pense. C'est que l'Algérie, en fait, est le pays qui a été le plus vite et le plus fortement au contact de la France. Et moi, j'interprète la crise algérienne du début des années 90, avec l'émergence ultra rapide du fils, etc., la crispation, la violence... Ça, c'était pour moi le fait d'une sorte de pression trop brutale, je dirais, de la société française, de la culture française sur l'Algérie.
j'ai bien dit au début que les mutations culturelles, je ne les voyais pas en un sens angélique. Donc actuellement, on peut dire, vous voyez, les gens sont dans l'idée que dans le monde musulman, la Tunisie, l'Égypte, c'est le début de ce bouleversement. Et alors vous avez les mecs qui vous disent, oui, peut-être que cette libéralisation en Égypte, en Tunisie, va finir même par influencer et aboutir à la libéralisation de l'Iran. Le mec oublie que l'Iran, simplement, a commencé tout ça en 1979. L'Iran est dans des soubresauts post-révolutionnaires et l'Iran est en avance de plusieurs dizaines d'années dans ce processus. Mais on oublie aussi que, pour moi, ce n'est pas clair du tout que ça a commencé en Tunisie. Ça a commencé très douloureusement en Algérie, en fait, par ce choc initial très violent, par ce ratage, en fait, qui finira par donner des résultats positifs. Mais c'est quand même... Donc là, vous avez des cas d'interaction. Et si vous regardez sans aucun préjugé particulier des cartes démographiques et que vous comparez aux évolutions politiques, il y a une carte qu'on avait faite avec Youssef à la fin du livre. Vous voyez que les zones de basse fécondité dans le monde musulman, alors là je prends l'ensemble du monde musulman, les pays musulmans qui sont passés au-dessous de 3 enfants par femme, vous avez toute la rive nord de la Méditerranée, vous avez la Turquie, ça va jusqu'à l'Iran. L'Iran, c'est loin et c'est hors de la sphère. Mais en fait, c'est simplement les régions qui sont les plus proches géographiquement. Donc ce que vous voyez, c'est des phénomènes de diffusion culturelle qui échappent complètement à tout le blabla sur la religion, etc. C'est vraiment très intéressant. Alors, j'ai quelques horreurs géopolitiques à dire, mais je pense que j'arriverai à les placer dans le débat, dans la discussion. Ça paraîtra plus spontané et moins téléphoné. J'ai quelques blagues sur l'Allemagne à faire. Voilà. Si quelqu'un veut bien poser tout à l'heure une question sur l'Allemagne. Alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots des démocraties descendantes. C'est-à-dire nous. Les donneurs de leçons. Les gens qu'on intervient pour promouvoir la démocratie. Voilà. Je suis quand même capable de faire des accès de patriotisme et de dire que quand même la révolution tunisienne, moi je suis assez sur la ligne, il faut regarder tout ça avec bienveillance et pas s'en mêler, je veux dire, je suis vraiment sur la ligne védrine en termes diplomatiques. Mais en fait, moi ça me fait personnellement super plaisir de penser qu'il y a un espace transméditerranéen, où il y a des pays bilingues, arabes, français, qui font des révolutions démocratiques, dont on se rapproche. Pour moi, c'est aussi un rapport avec l'histoire de France. Ça me fait marrer, je trouve ça quand même extrêmement sympa, et tellement sympa d'ailleurs que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Donc j'en reviens quand même à... Oui, donc je disais, il m'arrive de dire oui, quand même, la révolution tunisienne, je compare à ce qui s'est passé en Tunisie, où les Français n'ont rien fait, que simplement continuer de tolérer stupidement le régime Ben Ali sans discuter. Donc les Français, la France en tant que système politique n'a rien fait. C'est ça qui est génial. Alors, rien, absolument rien. Voilà. La culture française a agi, mais la sphère du politique n'a pas du tout agi. L'Amérique a agi au Moyen-Orient, foutant un merdier sans nom en Irak pour promouvoir la démocratie, au prix de milliers, de dizaines ou de centaines de milliers de morts, je ne sais pas. Et donc je dis quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais la révolution tunisienne, c'est la victoire du soft power français qui ne fait rien sur le hard power américain, quand même. Si on voit ça d'une façon non impériale, je veux dire, c'est quand même, ce qui se passe est extraordinaire. Je suis très content. Pour mon livre aussi, mais... Voilà. Et alors, nous, dans notre déclin, alors, la logique de Fukuyama sur l'universalisation de la démocratie, c'était, dit, oui, la fin de l'histoire. Vous vous souvenez, Fukuyama, là, la victoire de la démocratie libérale, associée d'ailleurs à l'économie de marché dans son esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ça ?
En fait, c'est assez rigolo parce que on peut tout à fait concevoir l'universalisation de la démocratie, pas de problème. Hein. On peut même parler de ces régimes autoritaires, totalitaires de transition russe, chinois, finissant par se libéraliser plus. Après tout, les Russes ont foutu en l'air le communisme. Hein. Les gens n'aiment pas le régime Poutine, mais c'est quand même plus détendu maintenant en Russie par rapport à l'époque du goulag. C'est pas, je veux dire, ça continue de progresser dans un sens, je dirais, dans un sens libéral. Mais on peut tout à fait concevoir cette hypothèse d'universalisation de la démocratie sans arrêt de l'histoire. On peut se dire, mais et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les premières démocraties ? Les États-Unis, la France, l'Angleterre. Puis on peut reprendre la même variable éducative. Parce qu'après l'alphabétisation de masse, est-ce que l'histoire s'arrête ? Non, l'histoire ne s'arrête pas. Après, il y a le développement de l'éducation secondaire et supérieure. Et qu'est-ce que ça fait, le développement de l'éducation secondaire et supérieure ? Le développement de l'éducation secondaire et supérieure, ça restratifie la société. C'est-à-dire, l'alphabétisation universelle vous produit des sociétés qui, à un moment donné, ont le sentiment d'être homogènes et égalitaires, où tout le monde sait à peu près la même chose. Tout le monde sait lire et écrire, et vous avez 1% de gens qui font des études supérieures. Hein, quelque chose comme ça. C'est l'Europe 1900, ça. Mais si ensuite vous avez le développement du secondaire et surtout du supérieur, vous allez avoir 20%, 25% des gens qui font des études supérieures, vous allez avoir 25% des gens qui restent calés au niveau de l'instruction primaire. Et en fait, vous reposez la question de l'égalité. C'est-à-dire, vous reposez la question de l'égalité. Donc, dans un premier temps, vous êtes en mai 68, à l'époque où il était dans l'autre lycée de Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'en fait, on est pays, on était dans 2 lycées rivaux à Saint-Germain-en-Laye quand on était gamin. Voilà. C'est aussi probablement un peu responsable de mon état d'esprit jovial. Ce retour à l'enfance. Bon, vous êtes en mai 68, vous voyez des étudiants qui courent dans la rue en criant CRS égale SS. Vous pensez, et qui comme moi jettent des pavés, mais maladroitement, car arrivant de la province et touchant les manifestants du premier rang. Plutôt. Voilà, ce sont deux choses. Et vous pensez que vous êtes toujours dans du positif de gauche démocratisant. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que si tout le monde ne fait pas des études supérieures, et si à un moment donné, la proportion de gens qui font des études supérieures se bloque, vous allez entrer de nouveau dans une société stratifiée. Alors c'est vrai que l'alphabétisation universelle sera toujours là, mais vous aurez tout d'un coup 20-25% de gens qui font des études supérieures et qui finissent d'ailleurs par se penser supérieurs. Et les choses deviennent vraiment embêtantes quand les gens comprennent que ça ne va plus augmenter pendant un certain temps. Ça s'est passé aux États-Unis vers le milieu des années 60. C'est-à-dire les États-Unis ont fait la course en tête, les États-Unis font la course en tête pour tout, pour l'ascension, pour le déclin. Quand on fait la course en tête, on fait la course en tête. Donc ils ont eu les premières hausses de mortalité infantile, là, dans le monde développé récemment, une petite baisse de l'espérance de vie. Ils font la course en tête. Mais je veux dire, les États-Unis, c'était la première puissance mondiale. Ce n'était pas juste le capitalisme, c'est que c'était un pays au départ, un pays protestant avec des taux d'alphabétisation extrêmement élevés. Ils avaient la proportion d'étudiants la plus élevée dans la population, mais à partir du milieu des années 60, ça s'est bloqué, et vous avez même eu, alors là, on a mesuré, entre 1965 et 1980, des baisses du niveau éducatif intellectuel dans des tests. Ils font beaucoup de tests. Les anglo-saxons, ils n'ont pas peur. Nous, on pense à l'homme universel, on n'aime pas se tester. L'idée, c'est qu'on est tous géniaux en France. Et donc, on n'aime pas, on ne connaît pas nos quotients intellectuels, nous. On ne veut pas les connaître. On préfère rester dans le doute. Eux, ça ne les gêne pas. Donc, ils ont fait des mesures extrêmement précises. Ça n'a pas été très encourageant parce que... Alors, ils ont rattrapé le niveau en mathématiques, à peu près. Ça stagne maintenant. Mais au niveau des tests qu'ils appellent verbal, ils n'ont pas complètement rattrapé par rapport à 1965. Donc, et quant aux proportions d'étudiants, ça s'est bloqué. Donc, et en France, mais il n'y a pas de quoi rire, parce que la proportion de gosses qui obtiennent le baccalauréat général, je ne parle pas de tous les bacs, je parle de baccalauréat général pour donner une mesure je dirais restrictive et un peu stable, a commencé à stagner vers 1995. On est en retard.
Donc on se met à stagner plus tard. Mais si vous vous mettez à stagner sur des paramètres comme ça, c'est que la société se stratifie un temps de façon stable. Et moi, je pense tout à fait que ça, c'est tout à fait indépendant et plus profond que la question des inégalités économiques. Je disais dans la première partie de l'exposé qu'une société où les gens tout d'un coup comprennent que tout le monde va savoir lire et écrire a un subconscient égalitaire, mais une société qui commence à se rendre compte que la stratification éducative va être importante et durer longtemps, développe un subconscient inégalitaire. Alors, d'un côté, vous verrez qu'est-ce que c'est que cette variable, etc. Mais je veux dire, d'où est-ce qu'on sort ce truc? Mais la vérité, c'est qu'on vit dans un monde qui est obsédé de la performance éducative, de soi-même, de ses enfants, etc. Et pour moi, il y a quelque chose là qui fondamentalement est au cœur de la dérive inégalitaire de nos sociétés. Quelque chose qui est d'ordre éducatif. C'est la même variable, mais c'est la même variable qui, à son stade suivant, ramène de l'inégalité. Donc on est dans quelque chose. Alors, il y a d'autres facteurs. Je veux dire, la montée, cette stratification éducative, on peut l'associer à l'implosion des grandes idéologies intégratrices, du communisme, ou de la démocratie chrétienne, ou du sentiment national. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je veux dire, cette phase, ça correspond aussi à une phase d'atomisation, de narcissisation. C'est toutes ces choses que j'étudie ou que j'évoque après la démocratie. Et donc, on revient dans ce monde. On peut étudier, je dirais, en termes de mœurs, de mentalité, un processus qui suit l'émergence égalitaire démocratique de l'alphabétisation et qui mène, ce n'est pas que ça ramène, les gens savent toujours, contrairement à ce que dit le Point régulièrement, tout le monde sait lire et écrire, en gros. L'histoire des gens qui deviennent analphabètes, c'est du délire inégalitaire. Je veux dire, des analphabètes fonctionnels, il y en a toujours eu. Je veux dire, le monde n'a jamais été parfait. Mais on entre dans ce monde, et moi je pense que ce qui permet la dérive économique ultralibérale, la montée de l'inégalité économique fantastique, le mépris des prolos, le maintien en place du système économique de libre-échange qui produit cette montée des inégalités, tout ça n'existe que secondairement parce qu'il y a cette espèce de stratification éducative inégalitaire. Vous voyez, donc pour moi, je suis un anti-marxiste radical. Pour moi, les néolibéraux sont des marxistes retournés. Ils pensent que c'est l'économie qui fait l'histoire. C'est vrai, je veux dire, les ultralibéraux sont des espèces de marxistes déments, mais c'est la même chose retournée. Si vous dites qu'il se passe des choses dans le domaine éducatif, culturel, dans le domaine de l'idéologie, de l'atomisation, de la psychologie des individus, qui se passent de façon autonome et qui, les choses étant en place, permettent des gestions économiques inégalitaires, là, vous êtes vraiment dans l'antimarxisme. Vous êtes dans un retournement. L'économie est une superstructure. Donc je pense qu'on en est là. Et la vérité de notre monde, tel qu'on le voit, c'est que c'est un monde, je veux dire, qui est le monde des démocraties les plus anciennes, et le phénomène est le plus fort dans les 3 premières démocraties libérales. C'est moins important en Allemagne, c'est moins important au Japon. D'abord parce que les systèmes éducatifs sont plus puissants, moins inégalitaires, mais les pays où ce processus de restratification est le plus avancé, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la France. C'est dans les vieilles démocraties que les tendances antidémocratiques, culturelles, éducatives sont le plus avancées. Alors la France résiste un peu mieux, ou résistait un peu mieux jusqu'à très récemment pour la montée des inégalités économiques, mais ça n'est plus vrai. Donc on est dans ce monde. Et moi, honnêtement, peut-être, je ne vais pas continuer indéfiniment, je voudrais évoquer ce que tout le monde sent, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance du commun des mortels à s'exprimer politiquement, ce sentiment d'être confronté à une caste ou des castes supérieures qui ne réagissent plus, des élections qui ne se passent plus au moment des élections, mais
dans la façon dont les candidats sont désignés par une interaction entre des partis politiques déconnectés de la réalité et un système d'information des médias lié à du capital, de l'argent, etc. Je ne suis pas paranoïaque du tout. Hein. Je suis en train de me résigner. Mais je veux dire, une élection maintenant ne se joue plus au moment où on vote. Elle se joue dans la désignation des candidats. Ça avait été très très clair à l'époque de la désignation de Ségolène Royal par l'Observateur comme meilleure candidate de la gauche, avec les résultats qu'on a vus, à l'époque où n'importe quel autre candidat aurait pu l'emporter sur Sarkozy. Donc il y a... c'est quoi le mécanisme post-démocratique? C'est les Français votent non à un référendum sur l'Europe, à 55%, si mes souvenirs sont exacts. Moi, j'avais voté oui, hein. Donc j'en parle avec beaucoup de sérénité. En principe, si je vote un référendum, je suis dans le camp des perdants, moi. Bon, parce qu'à Maastricht, j'avais voté non. Voilà. Bon, mais donc on vote non, et en fait, ça n'a aucune importance. On passe le traité de Lisbonne et on s'assied. Il faut voir où on en est quand même. Voilà, mais je pense que je vais m'arrêter là et je préférerais redévelopper des aspects en répondant à des questions. Je pense qu'on vit un moment très très étrange en fait, parce que il y a d'un côté dans les vieilles, je ne parle même pas pour le coup des pays comme l'Allemagne ou le Japon qui j'ai scandalisé un journaliste du Spiegel l'autre jour à la maison. Il était dans un discours occidental. Donc, il était toujours le discours des démocraties occidentales donneuses de leçons. Pas lui, mais il faisait allusion à des concepts comme ça. Donc, je parlais des démocraties occidentales. Moi, quand je parle des démocraties occidentales, c'est toujours la France, l'Angleterre, les États-Unis. Lui il croyait que j'incluais l'Allemagne dans le lot. Je dis, l'Allemagne fait partie de l'Occident en un sens culturel, puisque l'alphabétisation de masse est partie d'Allemagne, mais comme je disais tout à l'heure, la contribution de l'Allemagne au développement du concept démocratique libéral est assez mince ou négatif, et pour moi, l'Allemagne n'est pas une démocratie occidentale. Donc vraiment, je n'étais pas content. Voilà, parce que les Allemands essaient de... Enfin, les Japonais ne sont pas du tout là-dedans, ils ont de l'humour, et ils sont ailleurs. Voilà, donc les Japonais n'ont pas la prétention d'avoir été à l'origine une démocratie occidentale. Toujours un empereur. Ils ne se la jouent pas. Mais je dirais que là, il y a cette situation, si on s'en tient aux trois grandes démocraties occidentales, il y a une situation complètement perverse. Parce que la réalité objective de pays comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre, c'est que ce sont devenus des pays avec des niveaux d'inégalité économique absolument phénoménaux, en pleine dérive, où plus personne ne tient compte des intérêts économiques de la classe ouvrière, où les systèmes politiques sont totalement dominés par des puissances financières qui organisent une sorte de jeu totalement grotesque entre candidats. Là, on nous a déjà annoncé que Strauss-Kahn était élu. C'est rien, hein? Je sais pas, hein? C'est fini. Rentrez, il n'y a plus rien à voir. Sortez, ouais. Donc on est... Et, alors à la limite, que nous, on soit dans cet état-là, c'est notre problème et on peut avoir honte. Mais ce qui est très curieux, c'est la façon dont, dans le domaine international, je veux dire, on reste donneur de leçons. Et donc vous avez, et je conclurai, comme j'ai commencé là-dessus, vous avez une situation extraordinairement étrange sur la planète où vous avez d'un côté, vous avez des démocraties... vous avez des démocraties émergentes qui ne sont pas forcément reconnues comme démocratiques. Alors, dans le cas de la Tunisie ou l'Égypte, tant qu'il n'y a pas d'islamistes, ça passe. On verra. Mais les gens semblent plus prêts à accepter l'idée d'islamistes modérés contribuant à l'émergence démocratique depuis l'expérience turque. Mais quant à l'Iran est considéré que... Moi, je vois tout à fait l'Iran. Je suis historien, j'ai jamais mis les pieds en Iran, je suis serein, j'ai mes paramètres. L'Iran, c'est absolument évident, c'est une démocratie en émergence. C'est pas parfait, il y a des reculs.
il y a des tentatives autoritaires, mais tout ça ressemble beaucoup au mécanisme octant et imparfait de la France du XIXe siècle. Hein, c'est vraiment... je dirais qu'à la limite, les Français ont des excuses pour ne pas comprendre ce qui se passe en Iran. Les Français ont des excuses parce que dans l'esprit français, la révolution est laïque. J'allais dire la révolution est laïque et obligatoire. Là, la révolution, en France, c'est fait vraiment, effectivement, contre la religion. On a bouffé du curé. Je veux dire, c'est l'Église catholique qui a pris le parti de la contre-révolution. Les choses sont claires. Donc, on peut comprendre qu'en voyant 2-3 mollahs, les Français s'affolent, ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, de toute façon, l'Iran est tout à fait au-delà des zones de perception de la diplomatie française. Au-delà du Liban, il ne voit plus très clair. Même la Syrie, qui a été protectorat, il ne voit plus trop clair. Donc, on peut excuser. Mais les anglo-saxons, donneurs de leçons, n'ont aucune excuse. Parce qu'eux savent très bien que la démocratie, à l'origine, chez eux, était religieuse. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui auraient dû comprendre que la République islamique d'Iran était une démocratie imparfaite en émergence, c'est les Américains et les Anglais. Parce que chez eux, ça a été comme ça. La religion, le puritanisme, le protestantisme a été le vecteur de l'émergence démocratique. Eux sont vraiment cyniques. Donc on a cette espèce de monde assez étrange, assez pervers, et dans lequel sont en train peut-être de se croiser des démocraties qui naissent et des démocraties qui meurent. Je vous remercie. Si je vous avais prévenu que le ton était sans concession et sans langue de bois, maintenant c'est le jeu des questions et comme vous êtes extrêmement nombreux, il faut respecter quelques règles. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question qui, d'une certaine manière, retourne votre théorie. On dit que, et c'est vrai, que la France fait beaucoup plus d'enfants que le reste de l'Europe, en tout cas que l'Italie, que l'Espagne, que l'Allemagne, que l'Angleterre, et que nous manifestons un optimisme à cet égard qui est tout à fait incongru. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse qui est en devenir, qui va devenir adulte d'ici à 6 ou 7 ans, va, elle, jouer un rôle historique d'amener une nouvelle révolution? Merci. Une autre question, s'il vous plaît. On va grouper des questions, sinon c'est pas possible. C'était juste la question de savoir quelle était la preuve, voilà, j'imagine symbolique et sympathique, que nous n'étions plus en démocratie. Bonsoir. Moi, je voudrais juste savoir quel est tout ce mal que vous pensez de l'Allemagne, en fait. Et moi, je voudrais poser la question, comment faire pour éviter le déclin des démocraties? Très bien, voilà, première série. Ouais. Alors, je les prends dans l'ordre, elles sont quand même assez déconnectées. En ce qui concerne la jeunesse française, la Révolution, alors c'est vrai que la fécondité est en France, je dirais, satisfaisante. 2 enfants par femme, ça va, la population n'est pas menacée. Un peu d'immigration en plus et ça va très bien. Il n'y a pas... En vérité, ce n'est pas juste la France. Hein. Quand on regarde... Ça, c'est des sujets sur lesquels je travaille actuellement. Quand on regarde l'écart de fécondité, on se rend compte qu'il y a 2 Europes qui sont en train d'apparaître. Il y a l'Europe du Nord-Ouest, qui comprend la France, bien entendu, mais les pays scandinaves, et puis l'Angleterre, les îles britanniques, où la fécondité n'est pas trop basse. Elle est largement au-dessus de 1,5 et plutôt du 1,8, 1,9, 2 pour la France, et où elle remonte en plus. Donc en fait, il y a une Europe du Nord-Ouest. Et puis, il y a le reste de l'Europe. Enfin, c'est pas juste le reste de l'Europe, on est presque tenté de dire le reste de l'Eurasie, parce que, je veux dire, du Portugal jusqu'au Japon, en passant par la Hongrie, la Russie, j'essaie d'oublier personne, la Corée et Taïwan, en maintenant aux pays développés, là, vous avez des fécondités ultra basses, à 1,3. Actuellement, je crois que le plus bas, c'est la Corée, à 1,2. Ça peut être des sociétés très efficaces ou moins efficaces.
très efficace, ça va être le Japon, la Corée, l'Allemagne, etc. Et en fait, il y a deux mondes. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est de la prospective vraie. C'est qu'on n'est plus dans le blabla économiste. On accepte de voir les choses. Alors, pour moi, je peux donner l'explication. D'ailleurs, peut-être ça ne vous intéresse pas, mais comme je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant, je vous l'impose. C'est les sociétés qui s'en sortent pas trop mal. C'est les sociétés dont les systèmes familiaux traditionnels contenaient toujours un statut élevé ou relativement élevé de la femme. Et c'est des sociétés qui arrivent à rendre à peu près compatible le travail féminin ou des carrières féminines et la procréation. Et donc on ne doit pas choisir entre faire une carrière. Alors dans les sociétés de type allemand, coréen ou japonais, les femmes font des études, peuvent faire une carrière, mais dans ce cas-là, pas d'enfants. Les femmes peuvent être émancipées, mais elles deviennent des hommes. Vous voyez, c'est pas... Et ça renvoie à des traits très anciens. Alors le problème, pour répondre maintenant à votre question, c'est que à 2 enfants par femme, et avec les progrès de la médecine, la population quand même vieillit à une vitesse folle, et on ne va pas avoir des masses de jeunes dans la rue de sitôt. Moi, c'est ce qui m'avait frappé pendant la révolution tunisienne. C'était incroyable. Tous les types disaient « Ah, c'est incroyable, tous ces jeunes dans la rue en Tunisie, c'est normal ?» Je disais « Mais au principe, les phénomènes révolutionnaires, c'est quand même des jeunes dans la rue. » Je veux dire, en France, 89, Robespierre, quand il était guillotiné, il n'était pas bien vieux. Je me souviens plus de... Et donc, c'est vrai qu'il y a un rapport entre la capacité des sociétés à secouer et la structure d'âge. Et nous, on ne va pas revenir. Donc, les Allemands, ils sont en vitesse subsonique, si on veut dire. Enfin, ils sont cuits. Ils ont un âge médian de 44 ans. Enfin, ils sont au bord du collapsus. Donc, je sais que c'est le pays qu'on doit imiter économiquement, mais pour un démographe, c'est un pays qui est en train de, qui est mortifère, quoi. Bon, mais donc nous c'est pas ça, mais on va pas. Donc, et l'une des raisons pour lesquelles la jeunesse, c'est une autre dimension de la crise de démocratie que je n'ai pas évoquée, c'est que c'est vrai qu'il devrait être étudié plus systématiquement quand même. C'est le rapport qui existe entre le vieillissement des populations et un certain manque de tonus démocratique. Je veux dire, quand vous avez un corps électoral, donc si l'âge médian est de 40 ans en France à peu près, donc dans l'âge médian, vous avez ceux qui ne votent pas au-dessous de 18 ans. Et puis il y a le fait que les gens de 18 à 25 ans ne votent pas trop, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne comme âge médian pour l'électeur. Donc c'est pas... je veux dire, je suis un grand démocrate, je défends la démocratie, mais je reconnais que la structure d'âge serait le bon argument pour la suppression du suffrage universel. Le seul argument qui tienne la route pour la suppression du suffrage universel, c'est le suffrage universel, c'est le pouvoir des vieux maintenant. Des gens comme moi. Vous voyez, vous supprimez le suffrage universel, la révolution vieux, on l'attend, hein. Je veux dire, même nombreux, on ne va pas courir très vite dans la rue. Et c'est ça qui est terrible quand on parle de la démocratie concrètement. Et en fait, j'ai l'air de déconner, mais tout ce que je dis est complètement sérieux. C'est dramatique. Alors, en ce qui concerne la preuve, je le dis vite, je ne vais pas dénoncer tout de suite. Mais j'étais en contact avec des gens qui cherchent à obtenir un sondage d'opinion sur la question du libre-échange et du protectionnisme et qui sont prêts à payer de leur poche pour obtenir ce sondage. Eh bien, il y a des boîtes de sondage qui refusent de le faire. Vous voyez ? C'est ça. Et ça m'a énormément impressionné de voir que certaines boîtes de sondage que je ne nommerai pas, enfin, pas tout de suite, pas aujourd'hui, je veux dire, sont... Non, je peux pas, non, je ferai ça à la télévision. Je veux dire, ne sont plus... Vous voyez, les instituts de sondage, moi je suis né avec les instituts... Vous ne connaissez pas le sondeur le plus ancien et le plus stable du commentaire, Jérôme Jaffré, ça vous dit quelque chose ? J'étais avec lui en conférence de méthode à Sciences Po.
Et avant, on avait 20 ans, il était déjà vieux, lui. il savait tout. Mais c'était une époque où le sondage d'opinion était dans sa floraison. Il était clair que le sondage d'opinion était une contribution au fonctionnement de la démocratie. Ça faisait une sorte de contrôle, etc. Et maintenant, il est très très clair, ce qu'on est en train de vivre. Alors d'abord, il y a des boîtes de sondage totalement bidons qui apparaissent comme Opinionway. Eux, ils veulent bien faire les sondages, mais c'est pas cher parce qu'en fait, ils sont de personnes. Moi, j'en sais rien, je déconne. J'ai pas envie d'être pourchassé devant les tribunaux. Là, disons que j'ai pris quelque chose et que j'ai dit n'importe quoi. Voilà. Mais il y a des. Maintenant, il n'y a jamais eu tant de sondages d'opinion, mais d'abord, il y a la masse fondamentale. D'abord, le gros des sondages, c'est pour des études de marché, c'est pour l'économie, et c'est pour la manipulation des consommateurs, mais ça a toujours été vrai. Mais le sondage politique, il y a des masses de sondages politiques qui sont faits par les hommes politiques, qui sont confidentiels, qui ne seront jamais publiés, qui cherchent à analyser et à sentir. Et puis, en ce qui concerne la population, il y a des sondages qui ne sont jamais faits parce qu'il ne faudrait surtout pas laisser apparaître ce que les gens pensent vraiment dans des sondages. Donc, de temps en temps, vous avez un dernier accident qui est un référendum, et les gens votent non. À mon avis, des référendums, on ne va plus en avoir beaucoup. Et pour moi, c'est très impressionnant de voir le sondage d'opinion. Moi, quand j'étais gamin, j'ai envisagé de faire une carrière dans le sondage d'opinion. J'aime la statistique, ça me passionnait. Finalement, j'ai préféré les structures familiales et je pense que j'ai bien fait. Mais voir ces instruments qui étaient d'épanouissement de la démocratie, de complément de la démocratie, se transformer en technique de manipulation et de contrôle de l'opinion, en chien de garde, pour parler comme mon grand-père, c'est très impressionnant. Mais je ne donnerai pas de nom tout de suite. Voilà. Après tout, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire amende honorable. L'Allemagne, oui. L'Allemagne, c'est l'Europe, ça retombe, c'est une façon de développer, je veux dire, dans le domaine international et européen, cette question de la dégénérescence de la démocratie, je veux dire, dans ses conséquences presque géopolitiques. C'est-à-dire qu'on voit partout s'affaiblir les sentiments égalitaires, on voit partout un refus des politiques économiques qui permettraient de remonter les salaires d'en bas, de relancer. On voit une sorte de jungle économique qui s'installe. Et puis, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même et l'Europe c'était censé être ce continent apaisé, défini par son adhésion à l'idéal démocratique et libéral, quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était comme ça. Donc, on ne pouvait pas rentrer en Europe si on n'était pas une démocratie. Donc, voilà, bon, c'était... Voilà. Et ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est de voir comment l'Europe est en train de se transformer d'une communauté de nations considérées comme égales, quelle que soit leur taille. C'était le côté sympathique et problématique en termes d'organisation de l'Europe. C'était cette idée que toutes les nations se valent, sont égales. Bon, je sais pas, j'ai jamais complètement approuvé l'égalité du Luxembourg. Même à la grande époque. Bon, mais voilà. Et ce qui est absolument fascinant maintenant, c'est la façon dont l'Europe est en train de se transformer en système hiérarchisé de domination, avec l'Allemagne au milieu. C'est-à-dire que l'Europe est en train de muter. C'est plus du tout le pays de la démocratie, c'est un ordre hiérarchique maintenant, dans lequel vous avez... C'est normal, la concurrence économique généralisée, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Et contrairement à ce que pensent les économistes, les nations existent tout à fait en termes de système culturel, même quand on dit qu'elles n'existent pas. Et donc, du coup, les inégalités de taille deviennent très importantes, et les inégalités d'efficacité. Donc, l'Europe est en train de devenir un système où les plus faibles s'effondrent. Alors, on dit qu'on va les aider, on fait des plans de sauvetage financiers, mais la réalité des plans de sauvetage financiers pour des pays comme la Grèce, le Portugal, etc., on les maintient en état de payer des taux d'intérêt exorbitants. C'est plutôt de l'ordre des esclaves qu'on nourrit pour qu'ils continuent à travailler. Et je veux dire, c'est vraiment... Et puis vous avez, par ça, une hiérarchie. Il y a une véritable mise en hiérarchie des nations en Europe actuellement, avec
en son sommet l'Allemagne, et puis la France qui retrouve sa posture de brillant second d'une époque dont je préfère ne pas me souvenir. Voilà. Et c'est les sujets sur lesquels je réfléchis. Je continue à parler de ça, ça n'a plus aucun rapport avec le sujet, mais l'une des choses qui me... Si c'est un rapport, en fait, c'est un rapport, on est à l'Institut du monde arabe, et on a parlé de la démocratisation du monde arabe, j'ai parlé des liens qui existent entre la France et le Maghreb, et qui pourront s'épanouir parce que avec une émergence démocratique, le paternalisme ou le sentiment de supériorité français, on va en être débarrassé. Donc là, on peut parler. Vous voyez, si je parle, c'est très curieux, je suis en train de dire exactement le contraire pour les rapports transméditerranéens de ce que je disais pour les rapports intra-européens. Je veux dire, on retombe sur cette idée de dynamique positive et de dynamique négative, en fait. Donc vous avez en Europe qui devient un système complètement hiérarchisé de domination. Et puis vous voyez, vous pensez la France, le Maghreb, vous voyez des choses qui s'équilibrent plutôt. Et moi, l'une des choses que je ressens fortement, c'est que j'en ai absolument... politiquement, je reste économiquement plutôt partisan d'un protectionnisme européen dans lequel l'Allemagne prendrait ses responsabilités, avec des barrières tarifaires qui permettraient de relancer les salaires, de faire remonter l'égalité économique, mais un peu sans illusion. Et je trouve quand même que ce qui se passe sur la Méditerranée, je veux dire, évoque d'autres perspectives géopolitiques pour un pays comme la France. C'est-à-dire que les Allemands, donneurs de leçons, qui sont en train, avec l'euro, de bouffer les industries italiennes, françaises, espagnoles. Je renvoie des travaux économistes, puisqu'on ne peut plus dévaluer. Donc, comme les Allemands sont capables de se torturer eux-mêmes, et de faire baisser leurs salaires, et de faire la désinflation compétitive, tout ça devient embêtant. En plus, je regarde Donc on est confrontés, j'avais Valérie Pécresse l'autre jour dans une émission de télé qui était encore en train de nous dire qu'il fallait imiter l'Allemagne. Je dis imiter l'Allemagne, j'ai toujours, donc commençons par imiter l'Allemagne, liquidons un tiers des enfants français, puisque je pense en démographe, puisque l'Allemagne est à 1,3 de fécondité, on est à 2, on a 0,7 de trop. Si on veut, il faut s'en débarrasser. Vous voyez, si vous voulez obtenir des niveaux d'efficacité économique de type allemand, il faut quand même faire disparaître une partie de la population. Et je me suis dit tout à coup, putain, il y en a marre, ils font suer, ils sont très sympas les Allemands, mais je suis ravagé par l'idée si on sortait de l'euro, puis quand même les mecs normaux sont de l'autre côté de la Méditerranée, là ils sont des indicateurs de fécondité plus proches des nôtres. Vous voyez, donc en fait, bon là j'ai l'air de déconner, mais je pense qu'il y a du travail de l'inconscient dans toutes ces nations actuellement, et que tout ça est très présent derrière des affaires comme l'affaire libyenne et derrière les réactions des divers pays à l'affaire libyenne. C'est-à-dire, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens en France et dans les classes dirigeantes, il y a ce sentiment d'asphyxie, d'étouffement, de ce rapport insatisfaisant avec l'Allemagne. L'Allemagne est une très grande nation, je veux dire. L'une des choses que j'ai dit ce soir, c'est que l'Europe et au-delà le monde, j'ai dit que l'alphabétisation de masse avait commencé en Allemagne quand même. Donc on ne peut pas m'accuser de délire anti-germanique. On a une dette. Il n'y a pas que la Wehrmacht qui est entrée en France par la frontière Est. L'alphabétisation aussi est entrée en France. Donc je ne suis pas dans un délire anti-allemand du tout. Mais ce sentiment de lassitude, et puis cette idée que peut-être, les espaces, où collaborer, etc., seraient peut-être plutôt plus au sud et du côté de la Méditerranée. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Sarkozy faire le premier acte non stupide de sa présidence en Libye, alors je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec l'affaire libyenne, j'étais très gêné, parce que j'étais très habitué à dire du mal de Sarkozy. J'ai presque un programme automatique.
Et là, je me suis dit, il a été inattentif, l'esprit de la France l'a saisi. Voilà. À l'insu de son plein gré. Mais ce qui est, je crois, presque plus intéressant encore que cette intervention, avec des moyens, il faut le dire, limités, de la France dans une sphère qui est quand même à sa portée, puisque la Corse est tout près, et puis des pays semi-francophones sont tout près. Je veux dire, c'est la façon dont ça a déplu aux Allemands. Comme d'ailleurs l'histoire de l'Union euro-méditerranée avait déplu aux Allemands. Or, tout le monde est là, dans le truc à dire, ah oui, mais oui, l'Allemagne, pacifiste, il n'aime pas la guerre, etc. Je veux dire, quand il s'était agi de foutre en l'air la Yougoslavie après l'effondrement du mur, les Allemands n'étaient pas particulièrement contre la guerre et les interventions. Et en fait, je crois qu'il y a un véritable enjeu géopolitique. Je pense que même les Américains n'ont pas envie que ça se passe bien en Libye, parce que la vérité, c'est que si l'affaire libyenne se terminait effectivement par l'élimination de Kadhafi, les choses se passant dans un contexte où la France aurait été pas trop mal, finalement, tout ça concourt à la définition d'un espace méditerranéen qui n'a plus grand-chose à voir avec l'Europe, je perçois comme de plus en plus sympathique et tentant. Et devant le manque de bonne volonté de l'OTAN actuellement, les résistances de l'Allemagne, la façon dont les événements de Libye traînent, etc., je vois des rivalités intra-européennes, intra-occidentales et des comportements anti-français de nos grands alliés de l'Europe du Nord. Voilà. Alors, pur délire géopolitique, je m'en excuse. Mais c'est des vrais enjeux, c'est des vrais enjeux. Fondamentalement, je suis historien et moi, mon truc, c'est l'observation passive du développement de la réalité. Vous voyez ? Et donc, donc ce que je décris, j'identifie des variables extrêmement puissantes et lourdes qui m'ont permis des performances prospectives tout à fait étonnantes quand même. Personnellement, je suis impressionné par ma carrière de prophète. Non ? Bravo. Ouais. Non. Je veux dire, c'est tellement évident que ce que j'ai dit est meilleur que moi que je dois être habité par quelque chose. En fait, je suis habité par l'esprit de l'école historique française, l'école des annales de la longue durée, mon maître Emmanuel Leroy-Ladurie, et j'applique simplement au présent ce que j'ai appris à faire en fac, pas loin, enfin à Sancier, et puis à la Sorbonne, c'est-à-dire analyser des tendances de longue durée, des tendances très très lourdes, donc l'évolution de taux de fécondité, comme ça. Mais il est bien évident que c'est des variables très lourdes et je vais voir dans le domaine politique concret ce qu'on a fini par reprocher à l'école des annales, de ne pas s'intéresser à la politique, de rien avoir à dire sur la politique, sur l'action consciente de l'appareil politique. Et je suis exactement comme ça, et je suis même un peu désespérant. C'est-à-dire que si vous êtes dans un constat ou dans un truc, vous dites oui, alors regardez, il y a une montée des inégalités, mais c'est pas juste économique, c'est pas juste parce qu'il y a quelques salauds en haut qui s'en mettent plein les poches, 1% de la population, on en est là maintenant. C'est beaucoup plus profond. Je veux dire, ça tient à une dérive inégalitaire au niveau du système d'enseignement, une atomisation des comportements. Si vous lisez mes livres, vous verrez que c'est tout à fait anti-élite, mais il y a des passages terribles sur les milieux populaires. Je dis que le narcissisme et l'enfermement, l'autisme des milieux populaires n'a absolument rien à envier, etc. C'est des variables très lourdes. Et alors, si vous me dites que faire, vous voyez, comment ? C'est la question de Lénine. Ben oui, c'est ça. Mais que faire ? Alors, moi, je veux dire, je peux arriver très facilement avec des solutions techniques. C'est-à-dire, à la fin, d'après la démocratie, il y a une solution technique pour sauver la démocratie, le protectionnisme européen, un bon espace économique, la remontée des salaires dans un espace économique protégé, qui d'ailleurs finit par ne pas nuire aux partenaires commerciaux parce que la remontée de la demande finit par recréer des importations, etc. Problème économique totalement cohérent, totalement simple, etc. Mais moi, et je l'ai écrit, je milite pour.
suis même prêt à vous voyez, je parlais de sondage d'opinion pour montrer que c'est ça que les gens voudraient, enfin, ce qu'on espère. Si on arrive à sortir ce sondage, on va le faire, ça va marcher. Tout le monde, il y a des gens bien. Et je suis prêt d'un côté à militer pour, et vraiment, putain, les conférences sur le protectionnisme, j'en peux plus. Et j'en peux plus. Je fais les trucs avec conscience, civisme. Et un jour, c'était un truc du Monde. J'avais demandé 10 minutes au directeur qui s'est fait virer, là, après le changement de propriété, puisque c'est le monde. On est dans un monde où le capital domine. Hein. J'avais demandé 10 minutes pour faire mon numéro sur le protectionnisme européen. Et je me suis aperçu d'un truc horrible. On m'a donné mes 10 minutes. C'est que je pouvais me mettre en automatique et presque le chanter sans y penser plutôt que le penser. Vous voyez, je pourrais faire au numéro sur la montée des inégalités, le déficit de la demande induit par le libre-échange. Et tout d'un coup, je me suis dit, sur ces questions, quand je milite, je ne suis plus un chercheur, je suis Michel Fugain. Chantant, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Voilà, donc d'un côté, on peut militer, mais au fond de moi-même, il y a quelque chose qui me dit que, par ailleurs, en tant qu'historien, j'ai identifié des variables tellement lourdes que ce que je fais ne sert à rien. C'est terrible. Terrible. 3 autres et dernières questions, courtes, s'il vous plaît, nous avons 10 minutes. Bonsoir. C'est pour la stabilité des prix dans la démocratie. Pour la stabilité des prix, oui. Concernant, disons, même pas le citoyen un peu moyen, peine moyen. Très bien. Merci. Monsieur devant. Oui. La stabilité des prix. Oui. Pardon. Les questions sont d'une technicité nos problèmes. Redoutable. Oui, posez votre question. Pour ma part, c'était, si je comprends bien, l'indicateur de fécondité est un des nouveaux vecteurs importants, qui est justement un vecteur pour arriver à la démocratie, donc quelque chose de bien. Mais quel est son impact sur l'économie ? Parce qu'on voit, ce qu'on voit comme problème actuellement, c'est la baisse de la natalité dans les pays développés qui fait que ça pose des problèmes économiques, quoi. Alors, moi, je voudrais qu'on parle de la Syrie un petit peu. C'est une population dont 50% en fait est en dessous de 25 ans, un taux de natalité de 3%, et puis supérieur. Si vous voulez, voilà. Je pense fécondité. Bon, vous m'en direz. Et puis alors, en fait, bon, un taux aussi d'alphabétisation qui est assez grand. Donc, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Et puis, voilà, bon. Ma question est relative à est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs déterminants en dehors de la variable d'alphabétisation qui impriment le cours révolutionnaire ? Le cas, par exemple, de la Tunisie. Pourquoi ça a basculé en Tunisie et en Égypte, ça n'a pas basculé dans d'autres pays ? Pourtant, la variable est presque la même. Voilà. C'est presque la même question que la Syrie, en fait. La dernière, et on arrête là, après. Je vais essayer d'être très brève. En fait, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette excellente présentation. En fait, je voulais juste... Il me semble que l'indice de fécondité dont vous parlez n'est pas uniquement lié à l'émancipation ou le degré de développement des nations, puisqu'il y a d'autres facteurs, hein, donc environnementaux, peut-être génétiques. Ben si, c'est assez important. Et c'est vrai que j'ai lu il n'y a pas longtemps un article, je vais être très rapide, américain, qui est un visionnaire justement, qui disait que dans les décades qui vont venir, les décennies en fait, les décennies qui vont venir, effectivement, le taux de fécondité pèserait tellement fortement dans les pays développés qu'on irait importer en quelque sorte, entre guillemets, donc des jeunes personnes d'autres pays. Après, pour revenir à votre modèle de démocratie, qui vous disiez qu'elle était toujours religieuse au départ, comment peut-on l'extrapoler ? Pas toujours, j'ai dit souvent. Parfois. Et puis aussi, une toute petite dernière question, pour tirer profit de vos dons de prophétie et de visionnaire, comment voyez-vous l'outcome, en fait, le devenir de ces révolutions arabes actuelles ? Très bien, merci. Bon, alors... forme synthétique. Alors, la stabilité des prix. Je vais vous la faire brève. Je ne vais pas faire France Culture. Je pense que la stabilité des prix est antidémocratique. Les prix sont stables dans les pays vieux.
parce que les vieux à traitement fixe sont bénéficiaires de la stabilité des prix. Ils ont déjà accumulé le capital qui leur a permis d'acheter un logement. La stabilité des prix nuit aux perspectives d'avenir des jeunes qui doivent s'endetter pour acheter des logements. Donc, une bonne partie, la stabilité des prix obtenue en Europe, recommandée par Trichet, la stabilité des prix fait partie du mécanisme antidémocratique. Et c'est particulièrement pervers parce que les gens ne comprennent rien à tout ça et que c'est assez facile, illogiquement, de vendre la stabilité des prix comme un truc positif. Mais tous les pays qui se développent, tous les émergents, bon, la Chine c'est un peu spécial, ont le genre de taux d'inflation, ou un peu plus, qu'on avait en France à l'époque des 30 Glorieuses, à l'époque où le système se démocratisait. Donc, réponse rapide, la stabilité des prix est antidémocratique. Pas mal, hein ? Fallait le faire, hein ? Voilà. C'est pour me racheter pour France Culture bis. Alors, en ce qui concerne les effets de la baisse de la fécondité, on ne peut pas rentrer dans un débat général. D'abord, quand on analyse l'économie, dans des équilibres économiques, il n'y a pas que la démographie. Donc une bonne partie des problèmes économiques qui se posent actuellement dans le monde, c'est des problèmes de gestion économique. C'est-à-dire si vous rentrez dans un système de gestion économique, vous avez une idéologie dominante qui dit que les pays doivent se spécialiser, que certains doivent foutre en l'air leur agriculture, vous avez toutes sortes de choses. Ce que considèrent en général les démographes, le seul discours des démographes, enfin le discours standard des démographes sur la baisse de la fécondité, c'est qu'il y a un moment donné où les sociétés bénéficient de ce qu'on appelle le bonus démographique. C'est-à-dire il y a un moment, mais je veux dire, ce bonus démographique n'existe que si la gestion économique est bonne. C'est-à-dire c'est un moment où le nombre des actifs est particulièrement élevé, où il n'y a pas encore beaucoup de vieux et il y a déjà beaucoup moins d'enfants. Donc la charge des inactifs est plus faible. Donc vous avez, mais ça peut être des sociétés où il y a plein de jeunes et où il y a plein de chômage parce que la gestion économique est mauvaise. Vous voyez, c'est à peu près. Et puis alors ensuite, après ce moment du bonus démographique, dans la mesure où beaucoup de ces transitions démographiques ont été très rapides, vous pouvez avoir un problème de vieillissement accéléré de la population. Et donc, par exemple, tout le monde est là à nous raconter que la Chine va dominer le monde. Aucun démographe ne pense ça, parce que le problème de la Chine, ça va être clairement un vieillissement démographique accéléré dans un contexte où des systèmes de sécurité sociale n'ont pas été mis en place. Et en gros, ce que disent les démographes, c'est que la Chine va être vieille avant d'être riche. Surtout que la réalité du processus de développement chinois, avec toutes ces exportations menant à des excédents commerciaux qui sont thésaurisés et stérilisés, etc., c'est un énorme gaspillage qui n'est pas sans rapport avec le gaspillage humain des époques staliniennes. Réponse rapide. La Syrie. Mais la Syrie, c'est un peu la même question que pourquoi il se passe des choses dans certains endroits où il ne s'en passe pas d'autres. Alors, je peux déjà donner je transmets une opinion de Youssef Courbage. On est très copains avec Youssef. C'est un miracle. Hein. C'est très rare que les gens qui font un livre ensemble, qui marchent bien, restent copains. Ou alors on ne se réconcilie que longtemps après, 30 ans après. Mais on est toujours très copains avec Youssef, et donc on discute. Et lui, ce qu'il frappe, Youssef a toujours été intéressé par la question des minorités. Et il dit que quand même, beaucoup des pays où ça coince, et ça va s'appliquer très très bien au cas de la Syrie, c'est des pays où il y a des phénomènes de clivage minoritaire. Le système de pouvoir, l'équilibre politique syrien est tout à fait particulier. Vous avez une population à majorité sunnite, et puis vous avez un groupe dominant qui est alawite, et donc vous avez... alors c'est pas si simple, à Damas, vous avez des phénomènes de mélange. Non, je veux dire, le pouvoir est alawite. Et quand vous êtes dans des systèmes endogames forts et avec trucs, je veux dire, c'est d'ailleurs le modèle syrien est le modèle inverse du modèle irakien. Puisque en Irak, vous aviez une majorité chiite dominée par des clans sunnites, avec Saddam Hussein. Et dans ces pays, si vous avez en plus des mécanismes endogames, patrinaires, etc., en gros, si un clan contrôle les régiments de chars, vous avez un système politique stable.
voyez, on peut faire une description rapide comme ça. Donc, vous voyez, comme ça. Alors, je dirais ce qui est... et donc, Youssef évoquait d'autres cas d'hétérogénéité comme ça qui peuvent mener à des situations de blocage. Bon, moi, c'est... Alors, d'ailleurs, si on va plus loin dans le modèle syrien, et si on rentre toujours dans ces paramètres, et ça distinguerait le modèle syrien de ce qu'était le modèle irakien à l'époque de Saddam Hussein, les alaouites, en fait, je ne suis pas tellement sur le plan religieux, là, je suis toujours sur mes variables familiales. Donc quand on rentre dans le détail du tissu anthropologique de la Syrie, on se rend compte que les provinces ou les gouvernorats alaouites, je crois dans mon souvenir c'est Latakié et Tartous, hein, c'est ça, Tartous, excusez-moi pour les prononciations absurdes, je voyage très peu, j'ai peur en avion, donc je me sens bien que dans la cave de l'INED au milieu des livres, où je reconstitue le monde, et vous allez avoir la culture des régions alaouites est moins patrilinéaire et moins endogame. C'est-à-dire vous allez avoir ce qu'on appelle techniquement des résidus de matrilocalité dans les provinces que j'ai évoquées. C'est-à-dire vous allez avoir, quand vous analysez dans les familles complexes en Syrie, j'ai fait une analyse du recensement syrien de 1971 ou une date comme ça, où vous mesurez par province en Syrie, dans les familles complexes, la proportion d'extension. Vous avez un jeune couple qui va s'agréger à une famille qui existe. Il y a deux possibilités. Vous allez vous agréger à la famille du mari ou à la famille de la femme. Vous êtes dans un pays de culture patrilinéaire très forte, en Chine ou dans le monde arabe, vous allez avoir des proportions de 99% des agrégations qui se font à la famille du mari. Système patrilocal presque absolu. Hein. Mais dans les provinces alaouites, vous allez trouver des taux de 10, 12, 15% d'agrégation à la famille de la femme. Vous voyez, vous allez voir quelque chose qui évoque un statut de la femme beaucoup plus élevé, qui va produire des phénomènes d'avance culturelle, puisque le statut élevé de la femme est évidemment favorable au développement éducatif. Donc vous avez en plus cette particularité en Syrie que le clan dominant, etc., est plutôt associé aux éléments... C'est un peu... Vous voyez, c'est très compliqué comme situation. Moi, ce qui me frappe, si je m'en tiens à mes paramètres, c'est que les niveaux d'endogamie dans la partie sunnite de la Syrie sont extrêmement élevés. Et donc, en Syrie, vous avez une sorte de tension entre des taux d'alphabétisation qui sont effectivement très élevés, mais des niveaux d'endogamie autour de Damas ou même dans la haute vallée de l'Euphrate qui sont à des niveaux maximaux. Donc, si je revenais sur cette variable de l'endogamie comme facteur de blocage, je citerai ça, et avec cette particularité que les régions de faible endogamie, c'est le groupe dominant. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très particulier en Syrie. Donc si je cherche des facteurs de blocage, je vais trouver des choses comme ça. Ça suffit comme explication. Vous voyez, on peut rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y a d'autres paramètres, il y a des politiques gouvernementales, il y a des contextes économiques, mais réellement, les corrélations entre taux d'alphabétisation des femmes et baisse de la fécondité sont extrêmement fortes. C'est des corrélations à 0,80, 0,85. Ça tient très bien. Alors, on avait relevé quand même une particularité intéressante du monde arabe, c'est que quand même... Dans certains cas, dans certaines configurations, à certaines époques, en tant que père de famille et démographe pratiquant, j'avais été assez content de voir qu'une des spécificités du monde arabe, c'est qu'à dans certains contextes, la corrélation entre alphabétisation des hommes et baisse de la fécondité était encore plus forte. Ce qui suggérait qu'une partie de la transition démographique en retard, mais très très rapide depuis 80-85 du monde arabe, a quand même été pilotée par les hommes. Et donc j'étais content de voir apparaître dans